Quand est-ce que ce mouvement démarre? Quelle nouveauté est-ce qu'il apporte par rapport à la prise de conscience qui se fait au même moment par les psychiatres de secteur comme Lucien Bonafé, ou bien par la psychothérapie institutionnelle que porte beaucoup Jean Houry? Ce qui est très curieux, c'est qu'un des pionniers de toute cette histoire s'appelle Maxwell Jones, qui a créé des communautés thérapeutiques pour des jeunes dits délinquants, psychopathes ou déséquilibrés dans les années 50 en Grande-Bretagne. Et ce pilier qui montre d'entrée un traitement alternatif aux problèmes psychosociologiques des jeunes donne une piste à des gens qui réfléchissent et qui contestent l'ordre établi en matière de psychiatrie. Ça pourrait être Georges Daumaison et Baruch et tous les autres qui faisaient de la psychiatrie morale. Ça pourrait, ou ça aurait pu aussi être Lucien Bonafé, François Tosquay et Torrubia, les autres, et qui ont été plutôt à l'origine, eux, quoi qu'il en soit, du secteur psychiatrique, même s'ils ont été aussi avec Jean Houry dans la psychothérapie institutionnelle. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que quelque part, mettons à la charnière de 1960, deux directions commencent à se dessiner. L'une, Lucien Bonafé, qui parle d'un secteur psychiatrique, c'est-à-dire sortir de l'hôpital, permettre aux patients de retourner chez eux et d'être suivis en ville. Ça avait une avance quand même considérable sur l'époque, et par rapport à l'enfermement posé comme la solution à tout écart psychologique dans la société, c'était quasiment novateur, pour ne pas dire révolutionnaire. Mais il s'est trouvé que d'autres personnes, à mon sens, allaient plus loin et ont eu des idées qui auraient pu devenir la seule ou la meilleure réponse aux problèmes psychologiques, qui en réalité sont des problèmes spécifiques à l'intérieur d'un véritable problème qui est plutôt socio-économique et politique. Et donc, ceux qui ont eu ces idées-là sont d'abord les Anglais, avec David Cooper et Ronald Lang. Il y en a eu beaucoup d'autres, Yerkes et plein comme ça. Et ces personnes se sont dit qu'au lieu d'enfermer les gens et de leur donner des médicaments, on était quand même à l'époque au début des gros traitements neuroleptiques avec la chlorpromazine, et en France qu'on appelait le Largactil. Ils ont dit, voilà, nous on va les mettre dans des unités spéciales, style Pavillon 21, style Kingsley Hall à Londres, ou encore Archway en Écosse, et on va quelque part vivre avec un concept qui a été repris en France par Claude Sigala et une partie des lieux de vie. Et on est avec les patients en gros 24 heures sur 24. Certes, on se relaie, c'est-à-dire que on va pas faire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais il y a un fonctionnement un peu comme les soignants en hôpital psychiatrique, sauf que là, on ne donne pas de traitement. Et ce qui permet l'évolution, en passant par une régression et une involution, c'est se vivre avec cet accompagnement, les tâches, on va dire ménagères, enfin le fonctionnement quotidien, mais aussi, si possible, les relations avec l'extérieur. Et on a vu que ça a permis des parcours incroyables, très fatigants pour les thérapeutes, mais aussi très bénéfiques pour certains patients. Je pense à l'exemple extraordinaire de Mary Burns, Le voyage à travers la folie. Elle a écrit ce livre à deux mains, si je puis dire, avec Berks, donc le psychiatre qui était son thérapeute, et on s'aperçoit qu'à travers une régression inimaginable, où quelque part on retombe en adolescence, on revient dans l'enfance, on traverse les stades qui se sont mal passés, dits par la psychanalyse classique, génitale, anale, orale, et j'ajouterais moi avec la thérapie corporelle et émotionnelle que je pratique, l'analyse reichienne, le stade oculaire aussi. Et quand on traverse tous ces stades-là, y a des zones de turbulence. Et je pense que c'est certainement très douloureux pour le sujet qui revit à l'envers les phases qui l'ont démoli quand il était petit. Mais je sais à quel point c'est pénible, épuisant et presque désespérant par moment pour les thérapeutes qui accompagnent cette personne, qui retraverse tout ça sans médicaments, c'est-à-dire sans aucun produit qui tasse les symptômes. Les résultats sont quand même assez extraordinaires. On s'aperçoit que certains s'en sortent. Malheureusement, David Cooper, qui est mort à la moitié des années 80, n'a pas su que finalement Mary Barnes s'en était sortie, parce qu'en fait, elle avait rechuté des années plus tard. Mais c'est pas étonnant. Quand on n'est pas construit complètement,
qu'on a simplement été réparé, il peut y avoir des rechutes, ça me paraît tout à fait naturel, comme si le moindre tremblement de terre faisait s'écrouler une maison qui n'a pas de fondation. Donc on a construit une belle maison, mais les fondations n'étaient pas faites au départ. On a eu beau faire la régression, tout le retour dans son passé intérieur, eh bien il y a quelque chose qui manque et donc de temps en temps on retombe. Malheureusement, David Cooper ne le saura pas. Et après avoir rechuté, elle était encore sortie. Donc voilà, ça c'est le courant britannique. Et il y a eu d'autres courants comme ça dans toute l'Europe et même dans le monde entier. Il y a eu une parole assez forte qui a été portée par ce courant britannique, c'était de dire dès le départ, nous sommes tous fous. Nous sommes tous fous. Et ça, c'était quelque chose dans l'antipsychiatrie, que seule l'antipsychiatrie apportait en réalité comme type de critique de la psychiatrie et comme critique sociale plus généralement. Je persiste en disant encore et toujours nous sommes tous fous, moi le premier. Du reste, au Cercle d'études Wilhelm Reich, qui est cette école psychanalytique où je forme les analystes reichiens, je leur dis toujours vos formateurs ne vont pas très bien, vous-même, vous n'allez pas très bien, même vos patients ne vont pas bien. Et en clair, ça veut dire bien sûr, vos patients passent pour plus ou moins fous. Vous faites semblant d'être normaux, mais vous êtes fous aussi. Mais moi, je vous dis, en tant que formateur et avec les autres qui viennent vous voir, nous aussi, on est fous. Simplement, la question qui se pose, est-ce que par rapport à cette folie, il y a une norme sociale qui nous désigne comme étant fous, qui nous enferme par ce diagnostic dans une fonction de fou au milieu d'un système donné, ou est-ce que cette folie étant reconnue collectivement par nous tous, nous arrivons à la gérer pour faire un système de relations où, surfant sur nos diverses folies, dissociatives, persécutées, psychopathiques, caractérielles, schizoïdiques ou autres, nous arrivons quand même à vivre ensemble, à nous aimer, à faire du commerce, à transformer la société, à militer et à construire un véritable projet collectif. Eh ben voilà, c'est l'idée de l'antipsychiatrie, mais c'est pas du tout l'idée de nos États. Donc, à partir du moment où on a parlé de cette folie collective qui est la nôtre et que nous, thérapeutes, nous partageons avec les patients, il y a déjà une chose dont nous n'avons pas besoin, c'est la barrière défensive du statut de soignant. Donc la blouse, la clé, la seringue, etc. Ce qui est intéressant du reste, c'est que dans le courant de la psychothérapie institutionnelle qui est venue de cet hôpital pilote de Saint-Alban en Lozère, au fond ça remonte à la guerre 39-45 et surtout à l'après-guerre, où on retrouve évidemment toujours les mêmes, Bonafé, Torrubia, Toscaïès et compagnie, Jean Houry aussi. Eh bien, ils ont eu quelque part la même idée dans la psychothérapie institutionnelle, puisque cette thérapie institutionnelle était au fond la thérapie de tout le monde, soignant et soigné. Avec une caractéristique, c'est qu'il y avait une sorte d'indistinction des statuts, et au fond, le travail collectif dans les réunions thérapeutiques était, ou de thérapie institutionnelle, était de mettre en commun les difficultés qu'on avait soignants et soignés. Finalement, les deux statuts n'existaient pratiquement pas, et donc d'essayer de les résoudre ensemble, considérant que c'était plutôt dans ce tissu de relations sociales et institutionnelles qu'on arrivait à surmonter les problèmes, en ne désignant surtout pas le coupable porteur du symptôme, et en évoluant ensemble pour justement aller mieux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'antipsychiatrie a lancé cette idée, l'a défendue par ses pratiques, mais aussi a permis que d'autres la reprennent à leur propre compte et l'expérimentent à leur façon dans toutes les expériences de psychothérapie institutionnelle. On sait qu'il y a eu la clinique de Laborde à Courcheverny, il y a eu Chaille à côté, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu même des services psychiatriques à l'intérieur de l'institution officielle qui fonctionnait sur le principe de la psychothérapie. Le mouvement d'antipsychiatrie en Italie, il a poussé l'expérience presque plus loin aussi parce que il a abouti en fait à l'insertion totale, réinsertion. Le terme est moche, mais disons c'est à travers le travail, à travers les syndicats que les personnes qui passaient en psychiatrie ont retrouvé un statut plein et entier dans la société. Est-ce que vous pouvez parler de cette expérience italienne, des acteurs qui l'ont portée ? Oui, je les ai beaucoup fréquentés. Ils sont venus en France, mais nous sommes allés en Italie. Et
C'est la même chose qu'avec David Cooper, parce que je n'ai pas connu personnellement Ronald Ling, mais j'ai rencontré David Cooper très souvent, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et pour l'Italie, j'ai également rencontré Franco Basaglia et Giovanni Gervis à divers endroits en France et en Italie. En Italie, c'est entre autres à Trieste, à l'occasion des journées internationales du réseau alternatif à la psychiatrie, parce qu'à partir de 1975, on a décrété que la psychiatrie était morte. On peut dire que l'antipsychiatrie, c'est 60-75, et après 75, c'est l'alternative à la psychiatrie. En gros, on pense que ce n'est pas la peine d'insister. L'antipsychiatrie est quelque part la même chose que la psychiatrie, mais simplement présentée à l'envers, et que le résultat est le même, parce qu'il n'y a pas assez d'antipsychiatres pour bousculer l'institution et donc les symboles de l'institution que sont les murs. Donc quelque part, on dit c'est terminé au congrès de Bruxelles en janvier 1975, terminé pour l'antipsychiatrie. À partir de maintenant, c'est l'alternative à la psychiatrie. Et pourtant, oui, les Italiens avec Psychiatria Democratica avaient été extrêmement loin, eux aussi. Là où les Anglais avaient une lacune qui était de ne pas suffisamment travailler au niveau du social, c'était plus sur la gestion de la folie intérieure qui nous est commune. Ils avaient légèrement négligé l'environnement, et par exemple, si on pense à l'expérience de Kingsley Hall, les gens de la rue ou les gens du quartier disaient ce sont les fous de Kingsley Hall. Alors que je l'avais vérifié moi-même dans l'expérience que j'ai menée à la Porte d'Orléans à Paris de 1970 à 78, quand j'ai constaté qu'au début des gens disaient que j'étais un saint, un héros, quasiment l'abbé Pierre et pourquoi pas Mère Teresa, j'ai été assez agacé parce que j'ai eu un deuxième feedback, c'était un ramassis de putes, de drogués, d'arabes et de voleurs. Donc ce lieu alternatif méritait qu'on en parle dans la rue, et donc j'ai fait la tournée des commerçants, puis j'ai parlé autant que j'ai pu avec les gens du coin, au café ou ailleurs, et là ils ont compris que c'était un lieu alternatif où venaient séjourner des jeunes sortant de prison, de psychiatrie, ou même usagers de drogue, et à partir de là ils ont arrêté de présenter cet univers manichéen du diable et du bon Dieu, du saint et du salopard. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que l'expérience italienne avait un plus par rapport à l'expérience anglaise, à savoir que mettre en mouvement les acteurs du travail social, c'était sûrement une bonne idée. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait un courant très fort au niveau politique, un courant, on va le dire clairement, communiste, mais qui n'a rien à voir au communisme d'aujourd'hui et surtout en France. Non, le mouvement communiste était quasiment un mouvement révolutionnaire qui, du reste, a donné des tas de mouvements révolutionnaires. Je pense à Potere Operaio, Lotta Continua et d'autres qui allaient plus loin et qu'on a stigmatisé, les Brigades Rouges qui évidemment étaient ce qu'il y avait de plus visible. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des syndicats partout. On peut parler du syndicat par rapport à Fiat et beaucoup d'autres très grosses entreprises, et les gens tenaient un discours vraiment contestataire et alternatif, ce qui fait que les gens de la psychiatrie qui faisaient une analyse politique, clairement politique, de la folie, ont touché un univers qui était prêt à prendre conscience du fait que le fou peut-être est fou, mais on n'a pas trop dit que les soignants étaient aussi fous, ceux que on pouvait appeler les soignants, les psychiatres, les opératorés psychiatres, les opératorés infirmiers. Bon, ne disaient peut-être pas qu'ils étaient fous, mais disaient que les conditions sociales, économiques et politiques de la société faisaient que des gens étaient éliminés, exclus, enfermés et considérés fous, et que par conséquent, pour les sortir de cette problématique, l'important était certes de les sortir de l'hôpital psychiatrique, mais mieux encore, de les réinfiltrer dans le système social par le biais du travail. Et là, on a eu des expériences assez étonnantes. D'abord des hôpitaux qui se sont vidés. Moi j'ai vu en 77 San Giovanni de Trieste qu'il n'y avait plus que 300 patients, là où il y en avait eu 1400. Ça c'est le chiffre qui nous est donné par certains, d'autres ayant dit que parfois c'était monté à 3000. Il faudrait vérifier ça. Mais une chose est sûre, c'était quasiment vide. Et beaucoup de patients étaient donc en ville, dans des appartements, travaillaient dans des ateliers et s'inscrivaient dans un contexte social où ils n'étaient plus stigmatisés du fou, ce qui est généralement entériné par le fait qu'ils sont enfermés à l'asile. Et cette expérience
a été très loin parce que justement le support de la sortie de l'hôpital et de l'insertion, pour reprendre ce mot, dans la société, et donc pas réinsertion mais insertion, c'était bien de donner aux patients un statut équivalent aux autres personnes de la société qui est j'habite quelque part et j'ai un lieu qui me permet de travailler, de gagner de l'argent et de payer celui où j'habite, plus me nourrir et m'habiller. Et là, quelque part, ça gomme la différence qu'il y a entre celui qui est déclaré fou et puis celui qui est déclaré non fou. Cette expérience a pris une ampleur considérable parce que il y a eu San Giovanni de Trieste, Gorizia, Ibiza, des hôpitaux psychiatriques qui sont vidés en masse dans la foulée de la réflexion de Franco Basaglia, Giovanni Gervis, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Et à partir de ce moment-là, les hôpitaux ont été presque vides complètement, à tel point que malheureusement, des années plus tard, à partir des années 80-90, ce sont les cliniques privées qui ont récupéré ce mouvement par un discours complètement démagogique, sécuritaire et manipulateur, disant on a sorti arbitrairement les fous de l'asile, ils ne sont pas suivis ni accompagnés en ville, et c'est vrai qu'il pouvait y en avoir quelques-uns qu'on voyait dans la rue, mais après tout, quoi d'étonnant à ce qu'il y a des fous dans la rue, même quand les hôpitaux sont pleins à craquer, il y a toujours plein de fous dans la rue et dans les métros. Et les fous ne sont pas ceux qu'on croit, hein. Il y en a quelques-uns même qui sont au gouvernement, des maniaco-dépressifs, des psychopathes, des cocaïnomanes et autres gens, même... Je pense à des Français, hein, je ne parle pas que de Nikita Khrouchtchev. Hein. Donc des gens qui, à mon avis, sont aussi dangereux, voire beaucoup plus dangereux par leur capacité de nuisance qu'une personne qui simplement se singularise par des écarts de conduite ou de langage. Donc la réussite extraordinaire de Psychiatria Democratica, c'est d'avoir permis à un nombre considérable de patients, facilement les 3/4, de sortir des asiles, de vivre et de travailler en ville. Mais malheureusement, un retournement collectif de situation politique a fait que sur les grandes lignes de l'économie et de la rentabilité, des cliniques privées ont récupéré ce mouvement. Et il est bien certain qu'à partir des années 90, beaucoup de patients ont été suivis dans des cliniques privées, ce qui a été quelque part le glas de cette magnifique expérience. On va revenir à cette question de la récupération en fait de l'antipsychiatrie, ou une tentative de récupération par le discours gestionnaire, parce que c'est très visible en France aujourd'hui également. Peut-être avant ça, on termine le tour d'Europe par l'expérience du SPK. Je ne vais pas oser prononcer le nom en allemand parce que je parle très mal cette langue, mais est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience du SPK ? C'est une expérience que j'ai bien aimée parce qu'elle était rigoureusement politique. Le Socialistische Patient Collectif a été un mouvement qui a été extrêmement loin. Il faut dire qu'il était d'obédience marxiste. Et c'est pas étonnant au fond non plus parce que à l'époque, il y avait un mouvement quand même assez critique de la société et qui, alors là, a donné la fraction Armée Rouge, donc, et beaucoup d'autres collectifs, parce qu'il n'y a pas que, hein, on n'a parlé que d'eux, mais Bader, Meinhof, Holger Mainz et tout ça, ce sont des personnes qui paraissent comme ça les seules, mais non, il y avait des centaines, des milliers de personnes qui pensaient de la même façon, simplement qui peut-être n'allaient pas aussi loin. Et donc, sur ce contexte très porteur d'une critique marxiste de la société capitaliste, évidemment, des gens pour partie des patients, mais aussi des proches des patients d'hôpital psychiatrique, se sont mobilisés, sont partis en lutte. Ils avaient leurs avocats et ils ont mené des actions assez dures et spectaculaires. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont été davantage mobilisés par le fait que la répression a été immédiate et extrêmement violente. En particulier, certains avocats ont été incarcérés, ce qui paraît inimaginable. Mais si on pense que Klaus Croissant, l'avocat de la fraction Armée Rouge, avait lui-même été arrêté comme complice de lutte armée, je ne sais pas comment on dit, mais j'emploierai pas les mots qu'emploie l'État, ce qui ne me conviennent pas. C'est d'ailleurs ce qui a été la cause de la création en France de l'autonomie en 1977 pour soutenir Klaus Croissant. Après, ça a pris une portée plus large que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce contexte-là, évidemment, les gens du Socialistische Patient Collectif ont été victimes d'une répression massive. Je crois d'ailleurs qu'au fond, même s'ils ont eu des lieux de vie eux aussi, c'était davantage la contestation politique radicale qui a été la spécificité de leur combat
et qui a fait que ils ont été peut-être au niveau des analyses plus loin que les autres. Ils n'ont pas tellement insisté sur le fait que nous sommes tous fous, ce que je continue à dire partout, mais ils ont plutôt considéré que c'est le système social, économique et politique qui crée cette exclusion sous la forme de la désignation du fou, avec un statut complètement stigmatisé désormais, puisque schizophrène, paranoïaque, ça signifie que la personne doit être enfermée, indiquant que cette stratégie du bouc émissaire permet à ce moment-là à les autres de se laver les mains et de continuer à faire tourner un système à leur profit, et quelque part, en désignant les têtes des ennemis intérieurs, permettre à ceux qui profitent du système de vivre sur le dos des autres et d'empêcher la moindre personne qui lève la tête de se rebeller. Et c'est vrai que c'est assez effrayant parce que ça fait penser au nazisme, qui en fait, avec son bouc émissaire, le juif, sans exclure les autres, parce qu'il y a eu les tziganes, les noirs et plein d'autres gens, a mis en place un dispositif qui crée la terreur, toutes choses d'ailleurs qui ont été extrêmement bien analysées par Wilhelm Reich dans Psychologie de masse du fascisme. Donc, ces analyses politiques étaient vraiment très précises et très pointues. J'ai l'impression que ça s'est un peu calmé à partir du moment où ils ont voulu, au début des années 80, aller plus loin et créer un tribunal pour juger les psychiatres. Ce qui est étonnant, parce que l'idée était à l'époque que ce tribunal soit installé en France. Mais il rejoignait un des discours du groupe Information Asile que nous avions créé en France en 1975. Il y avait des psychiatres, des psychiatrisés et des infirmiers. Il y avait des psychiatres comme Dimitri Crouchez, Gérard Hoff, Bernard de Fréminville, qui ont eu des destins variés, qui ont quitté le GIA, qui ensuite ont été remplacés davantage par d'ex-patients. Tout ça démarrant en 1975 à l'université de Jussieu, dans les amphithéâtres. Et puis on a eu, entre autres, un infirmier psychiatrique, Claude Collard, qui a drôlement percuté pendant des années, les années 80 et même début des années 90, avant de disparaître. Mais le GIA a continué, à telle enseigne que, n'étant plus membre du GIA, mais sympathisant, je les invitais régulièrement dans des débats, entre autres dans mes cours à l'université de Paris 8. J'étais chargé de cours à Paris 8 en même temps que psychologue à l'hôpital de Villévrard, et ils avaient un discours qui était quand même assez hallucinant pour les gens qui ne s'y attendaient pas, c'est de dire que les psychiatres étaient équivalents aux SS. Et c'est pour ça que ce que je trouve intéressant, c'est que le discours du GIA français, il y avait aussi un GIA belge, un groupe Information Asile, rejoignait le discours du SPK, mais dans la pratique, ne donnait pas un mouvement révolutionnaire comme celui d'Allemagne, mais plutôt un mouvement style syndicat radicalisé. C'est-à-dire que avec Philippe Bernardet, le sociologue qui a été un de leurs piliers pendant des années et qui a publié ce livre extraordinaire, Les dossiers noirs de l'internement psychiatrique, ils ont dessaisi le pouvoir médical de sa capacité de décision sur les patients et ils ont remis ça entre les mains de la justice. Ils ont eu des milliers de dossiers qu'ils ont gagnés, comme celui de Madame Ledru et beaucoup d'autres. Et les derniers militants du GIA que j'ai pu connaître pour les années 2000, je pense à Bernard Langlois, Jean Sédel, Jean Liot et d'autres, parce qu'il y a André Bitton, étaient eux-mêmes d'anciens psychiatrisés qui avaient gagné contre la psychiatrie avec la justice. Donc c'est marrant, le discours théorique tenu par eux revenait au même que le discours allemand, sauf que le discours allemand, ça partait vers une tendance, on va dire, extrême de jugement et de condamnation des psychiatres assimilés au SS, alors que en France, partant des mêmes idées, en fait, ils en venaient à une lutte syndicale qui faisait sortir les patients de l'hôpital. Quelle autre forme, justement, a pris l'antipsychiatrie en France? Vous avez parlé du GIA, il y a eu d'autres collectifs, en fait, qui se sont mobilisés autour de ce mouvement, dans ce mouvement. Oh, ils ont été très nombreux. Il y a eu la RLIP, qui était une association pour la rédaction du livre blanc de la psychiatrie. Il y a eu les Cahiers pour la folie, c'était une très très belle revue. Il y a eu Garde-Fou, une des plus belles revues antipsychiatriques qui existait, dans laquelle il y avait Jacques Assoun, un psychanalyste, et qui de surcroît d'ailleurs était chargé de cours lui aussi à l'université de Paris 8, Vincennes à l'époque.
Un de mes copains, Jean-François Le Goff, psychiatre, qui fait de la thérapie contextuelle et qui est toujours médecin-chef au secteur 4 de la Seine-Saint-Denis, donc à Romain-Rolland justement. Il a du reste publié un très beau livre, L'enfant parent de ses parents. Et tous ces gens-là étaient dans la lutte radicale, avec des actions, avec aussi leurs revues. Et puis, il y a eu tous ces mouvements de communauté. Euh, Tout à l'heure, je parlais de Claude Sigala, donc Claude et Marie Sigala qui ont créé le choral en 1975, donc à Émargues, près de Nîmes. Ils ont pris leur retraite il y a maintenant 5 ans, mais le choral continue. Alors il y a eu Baudille et Maricos au Cory, dans l'Aude, mais il y avait quand même, en 1975, au moment où on a lancé l'alternative à la psychiatrie, 300 lieux de vie. 300 lieux de vie qui s'étaient créés sur le modèle des communautés des années 70. Moi, j'avais eu la chance d'aller quelque temps à Gourgas, qui était un lieu qui appartenait à Félix Guattari. J'étais avec le mouvement Marge, lui-même un mouvement qui faisait de la lutte antipsychiatrique. Mais il y avait aussi les routiers qui venaient de l'Aude. Et pendant un certain temps, cette communauté a fonctionné donc à Gourgas, près de Saint-Hippolyte-du-Fort. Mais il est certain que si ça avait un côté antipsychiatrique, c'était aussi anticarcéral. En fait, c'était un mouvement, on va dire, global. Ces idées partaient d'une idée révolutionnaire. On va vivre dans des lieux de vie, on va quitter la ville, on va arrêter d'être complice du système économique post-industriel. Et à partir de là, on va innover un autre type de relation entre les humains où il n'y aura pas justement les statuts, les fous, les délinquants, les homosexuels, les drogués, les handicapés, les femmes. Tout le monde est rassemblé et on innove de nouvelles relations entre nous. Ce qu'il faut dire, c'est que ça partait d'idées magnifiques, pour la plupart libertaires, ou communistes libertaires, c'était à peu près à mi-chemin, et souvent les zones de clivage se faisaient à partir du moment où c'était radicalement libertaire ou radicalement communiste. Et comme la plupart de ces gens étaient quand même nés d'un système économique de type capitaliste, qui ne se disait pas encore aussi fort libéral que maintenant, mais qui était quand même dans les mêmes eaux, eh bien, personne n'avait été éduqué à être libre. La liberté, ça s'apprend. On peut l'apprendre tout seul, mais c'est un combat effroyable. Mais quelquefois, il vaut mieux l'avoir appris tout petit avec des gens qui sont déjà libres. L'ennui, c'est que, enfermés dans des systèmes étatiques, aucun de nous n'était libre. Et ces lieux de vie, pour beaucoup, tenaient quelques mois ou quelques années. Gourgas n'a pas dépassé 2 ans. Le mouvement Marge a comporté au moins jusqu'à 70 ou 80 personnes à un moment. Il a été l'un des 3 cofondateurs de l'autonomie en France, avec camarades et puis l'organisation communiste libertaire. Mais ce mouvement, malheureusement, n'a pas pu porter avec les routiers plus longtemps le lieu de vie. Ceux qui y sont restés, parce que moi j'étais reparti, j'étais pas resté longtemps, mais ceux qui y sont restés ont achoppé sur la sexualité et l'argent. C'est les points faibles. À partir du moment où on n'a pas appris à être libre, on est enfermé à partir des carcans de la société. Or, la sexualité, l'affectivité, l'argent, c'est-à-dire le troc et l'échange, sont complètement aliénés par les rapports sociaux engendrés par un système étatique et capitaliste. Et même si on le critique, il me semble que souvent on est réactionnel et non pas libéré du carcan. Donc à partir de là, on a des comportements qui se croient inverses à ceux du système capitaliste et des gens qui sont dans les sociétés étatiques. Mais quand on est réactionnel, on n'est pas vraiment libre, puisqu'on lutte contre quelque chose à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi. Et ces luttes finissent par des luttes fratricides entre les gens. Et j'ai assisté quand même à des séances assez lourdes. Pour donner un exemple, la question qui s'est posée, c'est comment on vit. Il y avait 26 personnes à un moment à la communauté, et il n'y en a que 12 ou 15 qui ramenaient de l'argent en travaillant, en touchant des subsides de la sécurité sociale ou je ne sais quoi, en volant ou en ayant des combines. Et le résultat, je me souviens qu'à un moment, il y avait un bol de riz par personne par jour. On se trouvait un peu comme des petits Chinois. Et là, je peux dire que les ventres creux, les têtes étaient chaudes. Hein. Et puis l'autre problème, c'était qui fait l'amour avec qui. Et là, les gens n'étaient pas vraiment libres dans leur tête et il y avait des bastons.
Pas tout le monde, mais certains. Puis autrement, c'était au moins des conflits verbaux incroyables, sans doute pour montrer qu'on était le plus séduisant ou la plus séduisante. Et ça marchait pas toujours très bien parce qu'il y avait des gens qui acceptaient pas d'être rejetés. Malheureusement, c'est un exemple, mais beaucoup d'autres ont fonctionné et ont eu les mêmes problèmes. Peut-être que ce qui a le moins mal ou le mieux fonctionné, ce sont les communautés thérapeutiques. Parce que basées sur le modèle des communautés des années 70, elles se sont poursuivies comme le choral, le Cori et beaucoup d'autres, avec des gens qui avaient une critique du système étatique, une critique de l'institution, et qui se posaient en face de ce système-là comme l'alternative. Puisque l'antipsychiatrie n'était pas possible, elle ne permettrait pas de vaincre la psychiatrie officielle, puisqu'il n'y avait pas assez d'antipsychiatres, eh bien l'alternative allait subvertir l'asile en mettant suffisamment de gens dans ces lieux pour que justement l'hôpital psychiatrique de lui-même dépérisse. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit, puisqu'il y avait 300 lieux de vie. Je pense que nous sommes montés en France jusqu'à 600. L'alternative à la psychiatrie a donné un coup de booster terrible à cette idée, à cette réflexion, donc à ces mises en pratique. Mais le problème, c'est qu'en 1981, tout a capoté. Pourquoi ? Il y a plusieurs choses. D'abord, le fait que la gauche ait pris le pouvoir a dégarni les rangs de la contestation et de la révolte. Un certain nombre de personnes disant c'est nos copains sont allés rejoindre les rangs du pouvoir et croyant avoir gagné, ont essayé d'appliquer les idées de l'alternative à la psychiatrie. Je ne sais pas, sans doute calmés par le costume, la cravate et le tailleur, ils ont reculé de l'antipsychiatrie à ce fameux secteur psychiatrique qui avait été conceptualisé par Lucien Bonafé en 60, et puis qui s'était mis une première fois en pratique en 72, et qui s'est installé encore plus en 81, récupérant alors les idées de l'antipsychiatrie et de l'alternative à la psychiatrie. Et c'est là où ça a mis un coup terrible, mais vraiment terrible, à l'alternative à la psychiatrie, parce que de nouveaux animateurs, qui eux n'avaient pas fait la lutte antipsychiatrique, ont profité de cette opportunité économique créée par le système. On encourage le développement des lieux alternatifs, qu'on s'est mis à appeler les lieux de vie. Et ce qui se produisait, c'est que c'était des animateurs, des assistantes maternelles, des gens qui avaient un statut social et qui, avec un projet rubis sur l'ongle, présentaient leur idée de création de lieux, mais à ce moment-là n'avaient plus du tout d'idée alternative. Ils étaient quasiment institutionnels en disant qu'ils étaient le complément naturel de l'institution psychiatrique, et donc n'étant pas dans une position d'opposition ou de rébellion, ne présentaient plus rien de subversif, étaient des lieux de vie complètement policés, bien élevés, corrects et finalement ressemblant à de petites institutions psychiatriques. Et malheureusement, un nombre important de lieux se sont construits sur ce modèle-là. Deuxième chose, une droite sournoise avec une extrême droite activiste en lien avec la police ont voulu faire croire que le choral était un lieu où il y avait de la pédophilie. Un certain jeune homme qui avait été au lieu, le choral apparemment comme animateur, avec la bénédiction de la police, alors qu'il avait une affaire de droit commun sur le dos, a été autorisé, pourquoi ? 3 petits points, pourquoi ? À aller en Belgique chercher des photos prouvant la culpabilité de Claude Sigala et de ce lieu de vie, le choral. Manque de peau, elles ont été l'inverse d'une preuve de la culpabilité du choral, et là toute l'affaire s'est écroulée. Claude Sigala, qui avait été mis en prison, a donc été innocenté, mais il s'était produit pendant ce laps de temps la catastrophe la plus grave pour les lieux de vie en général, c'était que la signature qui devait avoir lieu entre le représentant des lieux de vie, le collectif Réseau Alternative du Sud-Est avec 30 lieux de vie autour de Claude Sigala, signature qui devait être faite avec Georgina Dufoy qui était au gouvernement, n'a pas eu lieu. Et donc il y a eu quelque chose de l'ordre d'une officialisation des lieux de vie, de ratification de ce mouvement de révolte
qui ne s'est pas effectué et qui a entraîné progressivement les lieux de vie vers une dérive, un abandon, une rétraction sur un dernier carré de résistants, laissant les mains libres et la place à ces autres nouveaux animateurs de lieux de vie qui, eux, n'avaient aucune idée politique, avaient trouvé un boulot et en période de crise et de chômage, ils étaient les bienvenus pour l'État. Voilà un peu comment l'histoire des lieux de vie s'est développée chez nous. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est l'émergence des lieux de vie avec ce concept vivre avec, conceptualisé par Claude Sigala. Il a écrit plusieurs livres, Vivre avec, et puis Visiblement je vous aime, ce qui a donné lieu à un très beau film d'ailleurs de Jean-Michel Carré, et qui s'appelle du même titre, Visiblement je vous aime. Et en dehors de ça, il n'y a pas eu grand-chose, puisque les lieux de vie maintenant ne correspondent plus vraiment à l'idée qu'on s'en fait. Quelques-uns survivent, refusent de capituler, résistent et continuent de défendre les mêmes idées, vivre avec, mais la vision politique a disparu. C'est quelque chose maintenant de bien propre et normalisé, et en fait c'est aussi pour ça qu'on peut dire que ça a été une histoire magnifique, mais que récupérée depuis 1981 en France, et pas seulement en France d'ailleurs, un peu partout, par un système économique qui a défendu les idées du secteur psychiatrique, qui étaient quand même les idées magnifiques de Lucien Bonafé, en a fait quelque chose qui récupère l'idée alternative de on sort de l'asile et on essaie de construire des lieux de vie communs aux soignants soignés, donc les fous et les non-fous. Non, ça devient au fond les petites institutions qu'on appelle désormais structures intermédiaires sont quelque part comme un émiettement ou un éparpillement de l'asile, mais à l'intérieur des villes créent une sorte de quadrillage psychiatrique, pour ne pas dire policier, du traitement de la folie ou de la maladie mentale, mais ne constituent en rien une critique ou une alternative, mais sont désormais l'éclatement du système psychiatrique en secteur psychiatrique avec des structures intermédiaires éparpillées partout. Cela rend encore plus difficile la lutte alternative ou antipsychiatrique, parce que ces petites unités qui sont de petits asiles, sauf exception, parce qu'il peut y avoir des lieux très chouettes, ça on ne va pas le discuter, mais ça rend la lutte très difficile, parce que ceux qui sont dans la contestation d'un ordre économique ou capitaliste ou étatique sont en tout petit nombre à l'intérieur de chacune de ces structures. Je ne donnerai pour exemple que le fait que, étant passé de l'hôpital de Villévrard à la structure de Romain Rolland, ayant créé à la fin de ma carrière avec des amis comme Gilbert Léon et quelques autres, il y avait Patrick, Brigitte et toute une bande de gens vachement sympas, une CNT à Villévrard, donc syndicat anarcho-syndicaliste. Lorsque j'ai quitté l'asile et que je me suis retrouvé à la structure intermédiaire de Romain Rolland à Saint-Denis, j'étais tout seul de la CNT. Je peux faire quoi, moi, dans une unité où il y a une centaine de personnes? C'est comme ça aussi que la lutte est rendue très difficile. Et comme cela a déjà dû être dit par beaucoup d'autres personnes avant moi, le système actuel de fonctionnement de ces structures intermédiaires en ville est aligné sur le modèle des cliniques privées. C'est d'ailleurs comme les prisons privées. C'est un système basé sur la rentabilité. À partir du moment où le concept de base est la rentabilité et non pas la subversion de l'asile pour créer des structures alternatives, le combat est par terre. Et je pense que le combat qui doit être mené aujourd'hui par ceux qui ont toujours des idées alternatives ou antipsychiatriques est beaucoup plus difficile à l'intérieur des petites structures intermédiaires. En fait, vous avez fini tout seul, quoi. Voilà, je voulais aborder la question justement de quelle forme d'alternative aujourd'hui à cette évolution-là, quoi. Je pense que si les personnes qui sont des acteurs de la psychiatrie, acteurs et actrices de la psychiatrie, gardent les mêmes prises de conscience que ceux de l'antipsychiatrie et de l'alternative, heureusement il y en a. Moi je pense à Philippe Clément qui a écrit La forteresse psychiatrique et Bienvenue à l'hôpital psychiatrique, plus récemment, en 2008, celui-là. Eh bien, ces personnes sont confrontées au fait de n'être plus assez nombreux. Mais je crois que ce qui paraît indispensable, c'est sur l'effondrement des mouvements existants, le dernier ayant été l'ASEPSI, l'Association pour l'étude
et la promotion des structures intermédiaires avec la revue Transition, Jean-Marc Antoine et tous les autres, parce qu'il y avait Jean-François Réverzy et plein d'autres personnes qui ont participé à ce mouvement. Eh bien, je crois que ce qui reste à faire, c'est continuer à promouvoir des lieux alternatifs, les créer soi-même, donc avec des idées de subversion, de remise en cause du système, donc économique et étatique. Probablement voir s'il est possible de créer un réseau, de créer un mouvement collectif général, et pas seulement de rester des petits lieux isolés, résistants localement. Ce n'est qu'à partir du moment où un mouvement fort va surgir de la contestation de toutes les structures intermédiaires, que peut-être quelque chose peut se recomposer, comme on dit toujours en pareil cas, mais associant les lieux de vie à vocation subversive, c'est-à-dire vivre avec, nous sommes tous fous, et c'est la société qui suscite le concept de folie et donc d'exclusion de celui qui est porteur de ce symptôme. Peut-être que si on associe les lieux de vie et aussi les structures intermédiaires en ville ou même à la campagne, mais les structures intermédiaires faisant partie du secteur psychiatrique, un réseau suffisamment fort pourrait parfaitement renaître. Mais à mon avis, pour que ce soit possible, je crois qu'il faudra aussi des circonstances économiques et politiques. Elles sont, à mon avis, en train de se créer par une aggravation de la répression, par une accélération des processus économiques et politiques qui pratiquent l'accumulation des richesses entre les mains du plus petit nombre et donc l'exclusion du plus grand nombre. À la longue, cela peut renforcer les luttes de la subversion et du combat antipsychiatrique, mais je crois que c'est un travail énorme. Au fond, c'est peut-être tout le travail de l'antipsychiatrie à refaire à partir de 2010 et les années qui suivront, pour que justement, malgré le fait qu'il n'y ait plus un asile massif à descendre, il y ait, comme disait Guattari avec la révolution moléculaire, des quantités de lieux officiels, institutionnels, à critiquer, à subvertir et à renverser pour continuer à mettre en pratique les idées de l'antipsychiatrie et de l'alternative à la psychiatrie.